Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons procéder à la correction de l'évaluation diagnostique concernant le TCS, donc le tronc commun scientifique. Donc, cette évaluation diagnostique est composée d'environ 16 questions. Alors, question numéro 1, complétez le tableau ci-dessous. Donc, grandeur physique, son symbole et son unité de mesure dans le système international. Alors, le symbole des courants électriques continus, donc, on note I, et son unité de mesure, donc c'est le ampère. Alors, concernant la tension électrique continue, donc, son symbole c'est U, et son unité de mesure, c'est le volt. Alors, concernant la puissance électrique, donc, son symbole c'est P, et son unité de mesure, donc, c'est le watt. Alors, la vitesse moyenne, bien la vitesse en général, donc c'est V, et son unité de mesure, donc c'était le mètre par seconde. Alors, on passe à la pression. Alors, la pression, son symbole c'est P, et son unité de mesure, c'est le pascal, le bar, ou bien le newton divisé par le mètre carré. Alors, la masse, son symbole c'est petit m, et son unité de mesure, c'est le gramme, le kilogramme, temps, etc. Alors, la force, alors, son symbole, c'est F, et son unité de mesure, c'est Newton. Alors, la distance, on a notre D, et son unité de mesure, dans le système international, c'est le mètre, parfois le kilomètre. Alors, la masse volumique, alors, on a notre ρ, et son unité de mesure, c'est le gramme par centimètre cube, ou bien le gramme par litre. Donc, on passe à la question numéro 2 concernant l'évaluation diagnostique. Alors, la question numéro 2, alors, question de mécanique sur l'autoroute de phase. La vitesse limite est de 120 km à l'heure. Alors, existe une trajectoire rectiligne de longueur d égale à 15 km. Une voiture a traversé cette trajectoire en 360 secondes. Alors, A. Alors, calculer la vitesse moyenne de la voiture en kilomètres à l'heure. B. Est-ce que le conducteur de la voiture a respecté la vitesse limite ou pas? Alors, solution. Alors, la vitesse moyenne. Donc, on définit la vitesse moyenne comme étant la distance parcourue divisée par la durée. Donc, cette voiture a traversé cette longueur ou bien cette distance D sur une durée T. Alors, la distance est de 15 km et le temps de parcours, c'est de 360 secondes. 15 km divisé par 360, donc je multiplie le numérateur au dénominateur fois 10, donc il est égal à 150 km divisé par 3600 secondes, 3600 secondes, donc c'est 1 heure, donc il est égal à 150 km divisé par 1 heure, donc ça fait 150 km à l'heure. Donc la vitesse du conducteur, donc 150 km à l'heure. Alors petit b, le conducteur a respecté le code de la route ou pas, donc nous avons alors, V égale à 150 km à l'heure. Alors, 150 km à l'heure, donc il est supérieur strictement à 120 km à l'heure, c'est-à-dire il est supérieur à la vitesse maximale. Donc, le conducteur n'a pas respecté le code de la route. Alors, la question numéro 3, on considère le schéma ci-dessous, on donne M égale à 0,5 kg et G égale à 9,8 Newton divisé par le kilogramme. Alors, donnez le bilan des forces appliquées sur le solide S. Alors, le système étudié, donc, sur le solide S. Alors, les forces qui agissent sur le solide S, donc, son poids P et l'effet du fil noté T. Alors, petit b, calculer le poids des solides. Alors, nous avons toujours P égale à 1 fois G égale à 0,5 kg multiplié fois 9,8 égale à 4,9 newton. Alors, la question numéro C, énonce la condition d'équilibre. Alors, la condition d'équilibre, donc P plus T égale au vecteur net. C'est-à-dire que les deux vecteurs, elles possèdent la même direction, sans s'opposer et même intensité. Alors, D, les caractéristiques de la force appliquée par le fil sur le solide. Donc, le point d'action est le point 1. Donc, la direction, c'est la verticale passant par le point 1. Le sens, c'est de A vers le haut. Et l'intensité,
Alors, T égale à P égale à 4,9 newtons. Donc, on passe à la question numéro 4. On considère le schéma électrique ci-dessous, c'est qu'il est composé d'un générateur à tension continue, une lampe et un ampèremètre. Lorsqu'on fait un interrupteur K, il circule en courant sur le schéma de la figure ci-dessous. Alors, indiquer le sens du courant dans le circuit. Alors, le courant, donc on va voir le schéma, le courant électrique dans le circuit circule du pôle positif vers le pôle négatif. C'est-à-dire le pôle positif vers le pôle négatif. Alors, calculer le courant électrique I qui circule dans la lampe. Alors, nous avons la relation I égale C divisé, C multiplié fois N divisé par N0. Alors, avec C, c'est le calibre de l'appareil. N, le nombre de déviations de l'aiguille. N0, c'est le nombre total de déviations. Alors, I égale à 300 milliampères multiplié fois 20 divisé par 30. Donc, il est égal à 200 milliampères. Alors, comment peut-on brancher le voltmètre au bord de la lampe? Alors, le voltmètre se branche toujours en parallèle dans un schéma électrique. Alors, le voltmètre se branche en parallèle dans un circuit électrique en reliant sa borne positive avec la borne positive et la borne négative avec la commbe. Alors, la manière de brancher, donc la borne positive du voltmètre est branchée à la borne positive et la borne négative avec la commbe. Donc la tension mesurée, c'est la tension I. Alors, petit 5, alors sur le dos d'une lampe, on trouve l'indication suivante, 12 volts, 3 watts. Quelle est la signification de ce dos-là? Petit b, quel est le courant maximal que doit supporter cette lampe? Alors, solution, la signification de 12 volts, 3 watts. Alors, ces deux valeurs représentent la valeur nominale pour un fonctionnement normal. Alors, 12 volts, c'est la tension maximale qu'il faut appliquer au bord de cette lampe. Alors, 3 watts, c'est la puissance maximale consommée par la lampe. Alors, on passe au petit b, calculer le courant maximal que doit supporter cette lampe. Alors, nous avons P égale U multiplié fois I, c'est-à-dire la tension multipliée fois le courant. Et par la suite, le courant est égal à la puissance divisée par la tension, application numérique, donc ça fait 3 watts divisé par 12 volts, égale à 1 sur 4, égale à 0,25 ampères. Donc le courant maximal qu'il faut passer dans cette lampe est de 0,25 ampères. Alors, petit 6, alors la loi d'Ohm a pour expression U égale à R I au carré, U égale à R I, U égale à R divisé par I. Là, on rappelle la loi d'Ohm, donc nous avons un conducteur ohmique dans lequel on fait circuler un courant d'intensité I, donc la tension aux bornes des conducteurs ohmiques, donc U égale à R multiplié fois I, c'est-à-dire que l'intensité, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle au courant qui circule dans le conducteur. Donc la réponse, la bonne réponse U, c'est la réponse numéro B, U égale à R fois I. Alors, la question numéro petit 7, l'expression de la puissance électrique. Alors, A, P égale à U fois I, B égale, P égale à U fois I au carré, C, P égale à U au carré multiplié fois I. Donc, la bonne réponse était A, donc P égale à U fois I. On passe à la question numéro 8, donc, observez le schéma ci-dessous. Quel est le nom de cet appareil de mesure? En quelle unité de mesure est-il gradué? Alors, quelle est l'intensité de la force qu'il mesure? Représenter les forces appliquées sur le solide en utilisant l'échelle 1 newton pour chaque centimètre. Bien 1 centimètre pour chaque 1 newton. Alors, solution. Alors, quel est le nom de cet appareil de mesure? Donc, il s'agit bel et bien d'un dynamomètre. Question numéro petit b. En quelle unité de mesure est-il gradué? Alors là, je vois 0,051, c'est-à-dire qu'il est gradué de 0,5 newton. Donc, l'appareil de mesure est gradué de 0,5 newton. Alors, petit c, quelle est l'intensité de la force qu'il mesure? Donc là, je vois que l'aiguille de dynamomètre, elle est stabilisée sur 2. Donc, la force F égale à 2 newtons. Alors, la représentation des forces. Alors, on va voir le schéma. Donc, nous avons P, P égale à 2 newtons, F égale à 2 newtons. Donc, nous allons représenter le vecteur P par 2 newtons ainsi que la force F avec 2 newtons. On doit respecter l'échelle 1 newton pour 1 centimètre. Alors, on passe à la chimie. Question numéro petit 9. Alors, complétez le texte ci-dessous. Alors, masse, volume,
M grammes par centimètre cube, kilogramme par litre. Alors, la masse volumique d'une grandeur, physique caractérisant la d'un matériau par unité de, il se note ρ, ρ égale M sur V, et la masse du corps occupant un volume V, et elle se mesure en quelque chose, ou bien avec quelque chose. Alors, la solution, alors la masse volumique est une grandeur physique caractérisant la masse d'un matériau par unité de volume. Alors, elle se note ρ, mais on le prononce ρ, ρ égale à M sur V, avec M et la masse du corps occupant un volume V. Il se mesure en grammes par centimètre cube, ou bien en grammes par litre, ou bien kilogrammes par litre. Alors, question numéro 10, complétez les deux réactions suivantes. Alors, Zn plus quelque chose, ça donne ZnO. Alors là, on va procéder à la conservation de l'élément chimique, et on va appliquer une loi qui est bien connue en chimie, ce qu'on appelle la loi d'Antoine Lavoisier. Donc 1783-1794. Alors là, j'ai le zinc, là j'ai l'oxygène, donc là il manque bel et bien sur les réactifs l'oxygène. Donc je dois ajouter O2. Alors là, j'ai deux atomes d'oxygène et là j'ai un seul atome d'oxygène. Alors là, je dois multiplier, j'ai utilisé ce qu'on appelle la conservation du nombre d'atomes. Et pour cela, je dois utiliser la loi de ce qu'on appelle Joseph Lewis-Proust, 1754-1826. Alors là, je dois multiplier le ZnO fois 2. Alors là, j'ai deux atomes du zinc, deux atomes d'oxygène. Alors là, il manque un 2 ici, hein, donc deux atomes du zinc. Alors, deux atomes du zinc réagissent avec l'oxygène, ça donne 2 fois ZnO. Ah, pareil ici, hein, là, la deuxième réaction. Alors là, j'ai l'aluminium et l'oxygène, donc il manque l'aluminium dans le réactif, donc j'ajoute l'aluminium. Alors là, le nombre d'atomes n'est pas respecté. Alors là, j'ai 3 atomes d'oxygène, là j'ai uniquement 2, là j'ai 2 atomes d'aluminium, là j'ai uniquement 1. Alors je dois multiplier, utiliser la relation 3 fois 2 égale 2 fois 3. Donc en multipliant l'oxygène fois 3, ça fait 2 fois 3, ça fait 6, et 2 fois 3, ça fait 6. Donc là, le nombre d'oxygène a été donc réglé, il reste l'aluminium. Donc j'ai 2 fois 2, ça fait 4 atomes d'aluminium, donc je dois ajouter 4 ici pour équilibrer le nombre d'atomes d'aluminium. Donc 4 atomes d'aluminium plus 3 O2, ça donne 2Al2, 3. Alors, question numéro 11. Alors, l'ion de cuivre 2 correspond à un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons, qui a fait 2 électrons. Il a eu 2 électrons. Alors, la belle réponse, c'était la question. On vient A. Alors, l'ion de cuivre 2 correspond à un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons. Alors, la question numéro 12. Le pH d'une solution acide est égal à 7, supérieur à 7, inférieur à 7. Donc, le pH d'une solution acide est toujours inférieur à 7. Donc, la belle réponse, c'est C. Alors, 13. Alors, lorsqu'on dilue une solution d'acide, le pH de solution augmente, diminue, ne change pas. Alors, lorsqu'on dilue une solution d'acide, bien, lorsqu'on dilue une solution acide, le pH de solution diminue. Donc, la réponse, c'était B. Alors, question numéro 4. Comment peut-on identifier le CO2 dans une telle réaction chimique? Alors, pour identifier la présence de dioxyde de carbone, donc on se sert de l'eau de chaux. Alors, l'eau de chaux est limpide, c'est-à-dire qu'elle est transparente, et elle va se troubler en présence de dioxyde de carbone. Alors, la question numéro 15. Alors, lorsqu'on cherche à identifier l'ion Fe2+ dans une solution, cette solution prend la couleur bleue, vert ou rouge, sans couleur. Alors, la couleur qui permet d'identifier les ions Fe2+, c'est bien et bien c'est la couleur verte. La belle réponse, c'était B. Alors, la question numéro 16. Alors, lorsqu'on cherche à identifier l'ion CO2+ dans une solution, cette solution prend la couleur jaune, rouge, bleu, sans couleur. Alors, la couleur identifiant des ions CO2+, c'était la couleur bleue. Alors, la belle réponse était C. Alors, fin de l'énoncé.